Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Je vous propose d'en découvrir tout de suite les grands titres. La visite à Monaco du directeur de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Nous verrons que l'un des enjeux majeurs qui se joue actuellement porte sur la décarbonation dans le secteur de l'aérien. Un sujet qui nous intéresse tous, l'optimisation du réseau mobile en principauté passe par la VoLTE. Que se cache-t-il derrière ce terme? Explication dans cette édition. La remise des prix du 4e concours au cœur des mots avait lieu hier soir. Nous reviendrons avec sa créatrice Hilde Hey-Hanneux sur l'origine de cette belle opération qui fait briller la langue française. À la salle Garnier, une petite merveille, l'enfant et les sortilèges. Une équipe de Monaco Info a assisté à la générale de cet opéra de Ravel mercredi. Nous serons également dans ce journal avec Laurence Augros, l'organisatrice du Salon du Voyage qui se tient vendredi et samedi au Méridien. Elle vous donnera de précieux conseils pour préparer vos prochaines vacances. Mais nous débutons ce journal avec ce visage, le visage de la nouvelle présidente du Comité olympique international. Le vote avait lieu cet après-midi en Grèce en présence du prince Albert II. Et c'est donc Kirsty Coventry qui va succéder au mois de juin à Thomas Parr après 12 ans de présidence. Il s'agit d'une ancienne nageuse zimbabwéenne, spécialiste du dos crawlé et du 4 nages. Elle a également été ministre des Sports dans son pays et c'est la première femme élue à la tête du CIO. Son mandat court jusqu'en 2033. Tony Estanguet, quant à lui, auréolé de son succès à la tête de Paris 2024, a été élu aujourd'hui membre du CIO. Il avait déjà siégé en tant que membre de la commission des athlètes de 2013 à 2021. Revenons sur cette visite officielle de l'OACI en principauté. Le directeur régional Europe et Nord-Atlantique de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est en ce moment à Monaco pour parler des enjeux de l'aviation civile, échanger sur la stratégie internationale et sur les particularités de l'aviation monégasque. Écoutez à ce sujet le directeur de l'aviation civile en principauté, Jérôme Journet, évoque la décarbonation de l'aviation. Alors, la décarbonation dans l'aviation civile, dans le transport aérien, c'est un enjeu mondial. Un enjeu mondial qui s'inscrit alors justement dans le cadre de l'OACI, puisque en 2022, l'ensemble des États de l'OACI, les 193 États membres, se sont engagés pour un objectif à zéro émission nette de carbone en 2050. Donc c'est un engagement de l'ensemble des États, donc aussi de la profession. Évidemment, il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de solution simpliste. Cet objectif sera atteint au travers de plusieurs axes. Alors évidemment, les premiers, il s'agit de l'innovation technologique. On sait qu'à chaque nouvelle génération d'aéronefs, de motorisation, on gagne peut-être 20% d'efficacité énergétique. Ça passe aussi par les innovations sur l'hybridation des moteurs. C'est aussi des technologies qu'on va voir arriver très rapidement maintenant. Ça passe aussi par pour ce qui nous concerne, nous, le transport par hélicoptère, par des nouvelles générations d'hélicoptères, mais aussi d'hélicoptères électriques ou de taxis aériens dont on entend parler. Mais ça passe également par l'optimisation des trajectoires, ça passe par également, et un des points qui est peut-être un des axes qui est peut-être le plus atteignable à court terme, qui sont l'essor des carburants durables. Donc les carburants durables, c'est-à-dire d'une part les biocarburants ou les carburants de synthèse, donc des grands défis, mais qui aujourd'hui sont d'ores et déjà, ce type de carburant est d'ores et déjà disponible. Des propos recueillis par Frédéric Elion et Massimo Piantoni. Monaco Télécom a présenté aujourd'hui son nouveau service baptisé VoLTE, une technologie accessible à tous et qui améliore nettement la qualité des appels. L'objectif pour l'opérateur de téléphonie monégasque, c'est de continuer à développer le réseau tout en améliorant les conditions d'accès pour ses utilisateurs. Les explications de Marie Bonnet-Blanc sur des images d'Arnaud Imbert. Monaco reste un endroit complexe et unique au monde en termes de téléphonie. Le problème, ce sont les frontières et après plusieurs années de travail, 99,65% des appels ne coupent plus grâce à VoLTE. Avant, on téléphonait sur la 3G et maintenant, on téléphone sur la 4G. Et ça a, pour plein de raisons techniques, énormément d'avantages. D'abord,
l'appel s'établit beaucoup plus vite. Et là, aujourd'hui, dans 99,65% des cas, on sort de Monaco ou on re-rentre dans Monaco sans couper. Donc le progrès est juste colossal. Depuis l'apparition de Volti, Monaco Télécom recense 7 fois moins d'appels au service client, une fonctionnalité gratuite qui s'active facilement. En fait, l'activation de la Volti sur les téléphones vraiment offre une meilleure expérience pour l'ensemble de nos clients sur l'usage de leur mobile et de la qualité voix. Ça peut paraître compliqué, en réalité c'est très simple, ça prend 20 secondes chrono pour mettre et activer cette fonction qui est totalement gratuite. Ce qu'on a mis en place, en fait, on a fait un petit tuto sur notre site internet, très très facile à suivre. En boutique, les conseillers peuvent vous l'activez directement, vous remettre également ce petit flash code là, et ce qui fait que vous pouvez le faire en boutique pour vous, ramener l'information dans votre foyer et puis l'activer sur l'ensemble des téléphones. La même chose à la maison du numérique ou en téléphonant au service client. L'objectif de Monaco Télécom, c'est de continuer d'investir dans le réseau mobile, notamment sur le quartier des Fleurs ou aux alentours de la Condamine, afin de réduire les coupures. Mettre la langue française au service de combats plus que jamais d'actualité, c'est toute l'ambition du concours Au cœur des mots. Cette compétition bienveillante et engagée est un concours d'écriture numérique francophone auquel des écoles du monde entier participent. Les classes composées de filles et de garçons guidés par leurs professeurs de français s'expriment sur des thématiques relatives aux 3 objectifs de développement durable définis par l'ONU, à savoir une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes et un travail décent. La remise des prix a eu lieu mercredi soir à Monaco car ce concours, il a été créé en principauté par les femmes leaders Monaco. Bonsoir Hilde Eyhaneuse. Bonsoir Patricia. Quelle belle réussite ce concours Au cœur des mots. Lorsque vous avez lancé cette initiative, vous n'imaginiez certainement pas avoir autant de succès aujourd'hui? Écoutez, on l'a fait pour, en tout cas. Donc, on voulait un concours pérenne. On voulait que ça dure. Et puis voilà, donc finalement, avec beaucoup de personnes et beaucoup d'enthousiasme, on a réussi maintenant à faire ce 4e concours d'écriture, effectivement. Et pour cette 4e édition, le concours a mobilisé des classes du monde entier? Absolument. Donc, cette fois-ci, on a des pays qu'on n'avait pas avant. Je vous cite par exemple l'Équateur ou la Chine. Nous avons la Tasmanie. Enfin voilà. Donc, nous avons. Ça va vraiment partout dans le monde. On a eu la Suisse cette fois-ci, l'Espagne. C'est vraiment un enthousiasme pour nous tous. Donc, de voir à quel point donc nous arrivons maintenant à couvrir beaucoup de monde. Et même, je peux dire aujourd'hui qu'on a déjà été présent dans 70 pays du monde. Malheureusement, il y a des pays qui ne sont pas présents cette fois-ci, comme par exemple l'Ukraine ou la Russie, vous imaginez bien les raisons, ou l'Afghanistan ou l'Iran. Et ce sont tous des pays qui étaient présents avant, donc c'est un peu dommage. Ça s'est considérablement élargi. Et que leur avez-vous demandé à ces classes et ces élèves ? Oui, cette fois-ci, on leur a demandé de se mettre dans la peau d'un journaliste qui, comme vous d'ailleurs, qui pour travailler ensemble donc sur un sujet où il fallait donc qu'il aille à la rencontre d'une personne qui faisait objet de discrimination, mais qui malgré tous les obstacles avait réussi à surmonter les épreuves. Donc c'est vrai que cette fois-ci, on leur a demandé de faire un interview et d'écrire un article, mais avec un message positif. Ce qu'il est important de souligner, Hilde, c'est qu'il y a eu au départ effectivement cette initiative Au cœur des mots, ce concours d'écriture ou aujourd'hui d'interview, mais au-delà de cela, vous avez maintenant d'autres projets, d'autres déclinaisons et notamment un projet de bibliothèque. Oui, absolument. Donc, en fait, quand j'étais avec une amie, on était au Sénégal, dans un endroit très isolé, on va dire. Ça s'appelle les collines de Niassam. Et là, on voyait donc une bibliothèque qui était vraiment très mignonne, mais elle était quasiment vide. Donc, en discutant donc avec ces personnes, ils ont dit qu'il manquait cruellement de livres et que c'est le cas donc un peu partout, surtout dès qu'on sort de Dakar. Alors, avec Francine qui est là aussi depuis le début, nous avons décidé ensemble de lancer donc le projet Bibliothèque au cœur des mots. Et là, donc, on a signé donc un protocole avec la mairie de Monaco, également avec la mairie de Menton, et donc on a avancé aussi avec la mairie de Nice pour récolter un maximum de livres et donc de les faire acheminer directement donc au Sénégal, où nous avons sélectionné beaucoup d'écoles qui avaient très peu de livres. Donc ça s'est très bien passé parce qu'on a eu en fait un acheminement, donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie transparence sur donc de quelle manière ces livres arrivent là-bas, et ça a été vraiment formidable.
Votre engagement, Hilde, l'énergie que vous y avez mis dans ce projet Au cœur des mots, ça a été un formidable cadeau pour la francophonie qui vous a tout de suite suivi dans cette initiative. Oui, je confirme. Effectivement, donc la première personne qui nous a fait confiance, et j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à un ami, donc c'était son Excellence Monsieur Abdou Diouf, qui était le secrétaire général de la francophonie à cette époque. Et même sans papier, donc juste en racontant l'histoire, il m'a fait confiance. Donc il m'a dit, Hilde, allez-y partout, allez-y pas seulement dans les pays francophones, mais partout on en enseigne le français. En conclusion, j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Il y a d'autres projets en gestation. Oui, absolument. Donc, on a bien sûr, on commence déjà à cogiter pour savoir pour le 5e concours, mais nous avons aussi donc un projet qu'on a bien démarré avec l'OIF également. Ce sont des fiches pédagogiques. En fait, c'est lors d'une audience avec la secrétaire générale, Madame Louise Michikababo, qu'elle me disait c'est dommage que les textes restent non utilisés après, c'est-à-dire juste dans les livres. Donc du coup, on a décidé avec des professeurs de Au cœur des mots, donc de créer des fiches pédagogiques pour tous les élèves dans le monde. Et ils sont publiés sur le site internet de l'OIF qui s'appelle Parle en français. Et donc bientôt, on va avoir un webinaire aussi avec plus de 500 personnes pour promouvoir effectivement la langue française et pour promouvoir l'écriture, la littérature, mais avant tout aussi autour d'un thème qui est l'égalité des droits. Voilà, l'aventure Au cœur des mots ne s'arrête pas là. Merci Hilde Eyhanneuse d'avoir été notre invitée. Avec grand plaisir et merci à vous Patricia pour être toujours là avec nous. Merci beaucoup. Nous évoquions hier avec Guillaume Rose l'Assemblée générale annuelle du Monaco Economic Board. Elle a été suivie du traditionnel rendez-vous des adhérents au Yacht Club. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Thomas Deus. Dans un contexte économique en constante évolution, le Monaco Economic Board a réuni ses adhérents pour un échange stratégique autour des défis et des opportunités de demain. L'année écoulée a été marquée par des initiatives fortes en faveur du développement économique de la Principauté, notamment à travers des missions internationales et des programmes d'accompagnement dédiés aux entreprises locales. Environ une 50aine d'événements dans l'année, donc c'est beaucoup. Mais nous sommes habitués à ce rythme-là, donc tout est bien, rien à dire. Je pense que nos adhérents apprécient tous ces événements. Nous avons une participation très importante puisque le dernier rendez-vous des adhérents, nous étions 365, ce qui est énorme. Voilà. Le seul problème des fois, c'est de trouver de la place, mais sinon, on est très contents, bien sûr. Au-delà du bilan et des perspectives présentées, ce rendez-vous a été l'occasion pour les membres de partager leur expérience. Parmi eux, de nouveaux adhérents ont fait leur entrée dans ce réseau influent, attirés par les opportunités de développement et de visibilité qu'il offre. C'est le cas de Vincent, jeune entrepreneur ambitieux qui rejoint pour la première fois le MEB. Je suis réalisateur dans la publicité, donc je fais des vidéos promotionnelles, mais en fait vraiment axé dans tout ce qui est publicité et spécialisé pour les entreprises. Je pense que le réseau est assez important quand on commence, surtout moi je viens juste de commencer aussi, et c'est sûr il faut avoir des bonnes idées, il faut être capable de les vendre, et le réseau ça fait partie intégrante de ça, donc c'est super important. Et je trouve que le MEB, il y a tellement de parcours de gens très différents. En fait, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est aussi rencontrer des nouvelles personnes sur place, mais aussi des personnes avec qui je vais partir, parce que je trouve que le voyage ça rapproche aussi toujours les gens. C'est un bon moyen de découvrir les personnes dans un autre contexte. Ça permet de découvrir aussi la personne qui a derrière l'employé ou derrière le patron. Et c'est plus intimiste, je trouve, et c'est beaucoup plus sympa. Le Monaco Economic Board a également dévoilé son programme de mission économique à l'étranger, offrant aux sociétés monégasques des perspectives de développement au-delà des frontières, comme Budapest, Abu Dhabi ou encore Osaka, à l'occasion de l'exposition universelle. Monaco a toujours été une terre de création, notamment dans le domaine musical. Au début du XXe siècle, de nombreux opéras ont vu le jour en Principauté, dont L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, qui est rejoué à partir de vendredi 21 mars, et ce n'est pas un hasard. José Sacré va nous expliquer pourquoi. L'Opéra de Monte-Carlo propose, à la salle Garnier, du 21 au 27 mars, un hommage à Maurice Ravel à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, le chœur de l'opéra et le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III. Au programme, les deux seuls opéras composés par Maurice Ravel, L'Enfant et les Sortilèges, et en première partie, L'Heure espagnole. De quoi s'agit-il? D'une femme, d'un horloger
espagnol qui attend son amant, comme tous les mardis. Et pas de bol, l'amant n'est pas très en forme, il va se cacher dans une pendule, il y a un muletier qui passe. Enfin, c'est une comédie vraiment délirante et quasiment presque dadaïste d'ailleurs, avant la lettre, absurde et follement drôle et merveilleusement bien écrite par Maurice Ravel. Ce vendredi 21 mars, l'Opéra de Monte-Carlo célébrera le 100e anniversaire de la création de L'Enfant et les Sortilèges, le 21 mars 1925, au Théâtre de Monte-Carlo. À cette occasion, l'Opéra de Monte-Carlo présentera une nouvelle et magnifique production de ce chef-d'œuvre de Maurice Ravel, dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda. On a une conjonction formidable sans doute du plus grand compositeur français de l'époque, Maurice Ravel, un immense orchestrateur, un écrivain merveilleux, Colette, et puis le génie de ces deux personnes réunies par Raoul Gainsbourg avec, il aurait dû avoir la chorégraphie et les ballets de Monte-Carlo. Et là, patatras, grave dissension entre Gainsbourg, Maurice Ravel, les ballets de Monte-Carlo, les Diaghilev surtout, qui refusent de donner ces ballets pour le spectacle. S'ensuit des lettres d'injures, des menaces de la part de la SBM, puisque la SBM était la productrice, la directrice de l'Opéra de Monte-Carlo, payait tout le monde, payait les ballets, payait l'opéra, payait l'orchestre. Et donc tout ça s'est terminé par un échange, une empoignade dans le hall de l'Hôtel de Paris, où, paraît-il, Maurice Ravel, aurait été souffleté par Diaghilev lui-même. Mais, comme toujours, les choses se sont arrangées. Et c'est de mémoire Fokine qui a réalisé in extremis vraiment la chorégraphie avec beaucoup de mauvaise humeur de la part des ballets. Ça n'a pas empêché d'avoir un immense succès, dû également à la présence d'un tout jeune chef dans la fosse d'orchestre, Victor de Sabata, qui n'était autre que le fils du chef des chœurs. Et Maurice Ravel va écrire à Gainsbourg une lettre de remerciement d'avoir permis que son œuvre soit créée par un si jeune et si brillant chef d'orchestre. On sait que de Sabata, plus tard, fera une carrière mondiale avec les plus grands chanteurs au cours du XXe siècle. Quand on fait une soirée double comme ça, il faut toujours se demander comment intéresser le public. Alors moi, j'ai pris le contre-pied de chacune des œuvres. L'Enfant et Sortilège, qui lui devrait être la rêverie d'un enfant, un méchant enfant d'ailleurs, qui est un enfant que l'on punit. J'en ai fait quelque chose de beaucoup plus simple avec la complicité de Rudy Sabunghi, quelque chose qui relève plutôt de la vengeance des domestiques. Les domestiques n'en peuvent plus de ce sale gosse, fils de bourgeois, qui leur rend la vie impossible. Et en une soirée, quand la maman va s'absenter, ils vont décider de se venger de ce garnement. Et sans renier rien de la poésie, on aura quelque chose de plutôt très réaliste dans L'Enfant et Sortilège. Mais, je le dis, sans gommer la poésie, c'est ça qui fait tout l'intérêt. L'heure espagnole et L'Enfant et les Sortilèges de Ravel seront joués jusqu'au 27 mars à la salle Garnier. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du printemps et attention, il n'est pas trop tard, mais il est déjà temps de préparer les grandes vacances estivales. Si vous n'avez pas encore réservé, si vous êtes en quête d'idées, le salon du tourisme va se tenir pendant 2 jours au Méridien Sea Club, vendredi et samedi. Son organisatrice est avec nous ce soir. Bonsoir Laurence Augros. Bonsoir Patricia. Le choix stratégique de cette période pour un salon du tourisme, cela signifie que l'on prépare actuellement les congés de printemps, mais aussi et surtout plutôt les congés d'été ? Alors on prépare les congés de printemps, les croisières et les voyages, les destinations d'été, ce qui peut être la Grèce, d'autres destinations, et même des voyages sur 2026 aussi. Parce que les gens anticipent quand même beaucoup les voyages avant, très loin. Sur quoi portent les demandes de la clientèle majoritairement ? Quelles sont les grandes tendances du voyage actuellement ? Alors, actuellement, les grandes tendances, c'est donc la Tanzanie, Zanzibar. Voilà, la Colombie aussi, nouvelle destination. Cette année, nous avons différents exposants, dont le Vietnam, l'Arabie Saoudite, le Pérou. Nous avons la Croatie aussi, qui est de nouveau en demande sur cette destination. Donc nous avons aussi beaucoup de nouveaux exposants en fait, avec des nouvelles destinations, le Bhoutan aussi, l'Albanie,
Voilà. Parce que le but du salon, c'est faire rêver, découvrir et puis de trouver une prochaine destination. Donc sur le salon, nous n'avons pas que des croisiéristes. Nous avons 52 exposants. Vous avez évoqué les croisiéristes, Laurent. Je sais que vous êtes plus particulièrement spécialisé dans ce secteur. Cette année, nous avons, alors déjà, on est au mois de mars, hein, la plupart des bateaux sont remplis pour cet été. Voilà, sur le bassin méditerranéen, hein, je parle. Hein, c'est très dur de trouver les disponibilités. Sur X compagnies, hein, ça peut être du petit navire au méga yacht, au bateau expédition, c'est relativement chargé pour cet été. Après, voilà, les gens ils doivent anticiper quand même leurs demandes, donc c'est ce qu'on leur dit. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce salon, parce que ça leur donne envie de voyager et puis de découvrir des nouvelles destinations aussi, et de pouvoir éventuellement de la place. Sur quoi ont porté les innovations en matière de croisière? Parce que c'est un secteur qui bouge beaucoup, hein, avec des unités toujours plus compétitives. Hein. Alors cette année, nous avons beaucoup de... Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup de croisières fluviales et cette année, j'ai aussi une croisière aérienne de 23 jours. Donc c'est pas du bateau, c'est une croisière aérienne. Et nous avons beaucoup de croisières atypiques, donc dans des destinations Mékong. Bon, bien sûr, je ne vous parle pas des croisières expéditions, hein, qui sont toujours très très demandées, mais qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Nous avons des croisières sur l'Inde, sur le Gange. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas encore connues, sur des petits bateaux de 40 personnes, donc ce n'est pas des grosses unités. Hein. Pour les grandes vacances d'été, vous nous avez dit qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard, mais il n'est pas trop tard. On voit que le trafic aérien a retrouvé de très belles couleurs et des chiffres au moins équivalents à l'avant-crise Covid. C'est le principal frein lorsque l'on réserve trop tard, le risque de ne plus avoir d'avions disponibles. Alors l'aérien, bien sûr, a énormément augmenté. Je pense que vous le voyez un peu partout. Donc si vous réservez en dernière minute, surtout avec des enfants, c'est quand même relativement difficile de trouver de la place en plein été en étant déjà au mois de mars. Si vous voulez des bons tarifs, je vous conseille de réserver quand même plus tôt. Maintenant, je ne vous dis pas que vous n'allez pas trouver de la place, mais avec des tarifs qui sont moins compétitifs que si vous aviez réservé 7 ou 8 mois ou 1 an à l'avance. Voilà. Vous, pour terminer, quel serait votre conseil de voyage coup de cœur, Laurence Augros ? Alors moi je reviens de l'Amérique du Sud, j'étais au Brésil dernièrement, j'ai fait l'Argentine, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud, mais bon là j'ai une nouvelle destination là, actuellement bon je connais aussi, mais sur la Namibie, voilà, et Madagascar, c'est des destinations aussi qui ont besoin d'être connues aussi. Bon, les gens partent, hein, mais voilà. Merci Laurence Augros d'avoir répondu à notre invitation alors que se tient pendant 2 jours, les 21 et 22 mars, le salon du voyage au Méridien Sea Club. Merci, bonne soirée, merci. Le bus de l'AS Monaco FC s'est arrêté hier au stade du Rapide de Menton. À l'occasion de la 16e étape de la 3e saison du Monaco Kids Tour, près de 400 licenciés du club mentonais étaient venus participer aux animations et rencontrer un joueur très apprécié, le vice-capitaine de l'AS Monaco FC, Thilo Kehrer. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus y étaient. Nouvelle étape et nouvelle réussite pour le bus de l'AS Monaco Kids Tour. Pour son 2e arrêt dans la ville de Menton, le club de la Principauté aura encore rassemblé de nombreux passionnés du ballon rond. Au programme, quiz sur l'AS Monaco, cible de fléchettes géantes, rencontre avec Bouba, la mascotte du club, et séance de dédicace avec le défenseur monégasque Thilo Kehrer, venu inspirer et partager avec les enfants. Ça leur donne plus de contact, plus d'intimité, je pense, parce que surtout ils voient des matchs de foot soit dans la télé, soit ils ont l'occasion d'aller au stade. Mais de rencontrer, de voir de près, de prendre des photos, j'espère que ça inspire les jeunes, ça leur motive. L'occasion pour l'AS Monaco et la commune de Menton d'officialiser leur partenariat au sein du programme UNSEME, dont le but est de promouvoir les valeurs du sport et pourquoi pas créer des vocations chez certains jeunes. Alors c'est enthousiasmant, déjà pour tous les enfants qui sont là, on le voit, on s'en rend compte. Et puis le partenariat, c'est important. On a un partenariat historique, mais là il est finalisé par une convention UNSEME et c'est important de finaliser les choses et de les acter. Dans un premier temps, pouvoir avoir un accès beaucoup plus facile au match de l'AS Monaco, avoir un contact privilégié, pouvoir aller voir les matchs, pouvoir faire des séances éventuellement comme aujourd'hui, mais aussi peut-être à la Turbie au centre d'entraînement. Il y a beaucoup de choses. Et puis même si les jeunes qui sont là ont déjà la vocation, ça va faire naître encore quelque chose de plus grand et c'est l'essentiel. Prochaine étape pour le bus de l'AS Monaco Kids Tour, le 2 avril prochain à Drapt. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et en cette première journée du printemps, nous nous quittons sur des photos
Printanière de Manuel Vitali et Stéphane Dana. Demain à 19h, vous retrouverez Sarah Inkari et dans un court instant, la météo de Marie Bonnet-Blanc. Très belle et douce soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain. Il fera gris et le ciel sera couvert. Dans la soirée, quelques averses sont attendues. Côté température, il fera 14 degrés le matin et dans l'après-midi seulement 13 degrés. En ce 21 mars, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Clémences. Et puis c'est l'occasion de faire un nouveau défi pour la bonne cause. 27 000 nouveau-nés naissent chaque année avec la trisomie 21, une anomalie génétique chromosomique. Popularisé chez nous par l'association Trisomie 21 France, le défi consiste à porter demain des chaussettes dépareillées afin de valoriser la diversité et la différence. Car comme le dit le slogan, tous différents mais tous inclus. C'est normal, non ? C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.